Alors, les botaniques, ils disent que le rein, que l'haricot, il a la forme d'un rein. L'haricot est uniforme et le rein, il a la forme d'un haricot. Alors, les reins sont aplatis d'avant en arrière. Ça veut dire qu'ils n'ont pas une grande épaisseur. Ce n'est pas une boule, les reins. Ça a une faible épaisseur. Voilà. Alors, décrivant les reins ont une extrémité inférieure ou un pôle inférieur, un pôle supérieur coiffé par la glande surrénale, une face antérieure qu'on appelle la face viscérale parce qu'elle répond aux organes intrapéritonéaux, une face postérieure qu'on appelle face pariétale parce qu'elle est contre la paroi lombaire, et puis un bord externe qui est convexe et un bord interne concave, échancré dans sa partie moyenne par le hile rénal. Par définition, le hile, c'est l'ouverture au niveau du bord interne du rein et qui est traversé par le pédicule rénal. Maintenant, c'est quoi le pédicule? Le pédicule rénal, c'est l'ensemble des éléments fonctionnels et nourriciers qui abordent le rein par le hile et qui sont formés par artères, veines, glandes, etc. Pour être anatomiquement correct et assidu, on limite le pédicule entre le bord latéral du gros vaisseau, à droite c'est la veine cave, à gauche c'est l'aorte, et le hile. En dépassant le hile, quand on rentre à l'intérieur, ça n'a plus l'appellation pédicule. Quand on étudie le pédicule, c'est entre le gros vaisseau et le hile. Par contre, en rentrant dans le hile, les éléments du pédicule vont laisser une empreinte à l'intérieur de rein. C'est comme si les reins étaient fabriqués en deux moitiés. Pâte à modeler, faire de salsa ou la hachis. On prend deux moitiés de rein, coupées verticalement. Et puis on tient le pédicule comme ça sur une usine. Sur une usine de fabrication en chaîne. Ça donne les deux moitiés du rein, hop, on s'accorde le table. Et en fait, le pédicule va laisser une empreinte à l'intérieur. Ça crée une cavité à l'intérieur du parenchyme rénal qu'on appelle le sinus rénal. Donc le sinus rénal qu'on aperçoit ici, c'est une cavité creusée dans le rein qui loge les éléments du pédicule. D'accord? Cette coupe, elle montre le mieux cette notion aussi. On a ce qui est en rouge ici, le rein, ce qui est en blanc nacré, un des éléments du pédicule, c'est le comme si on avait deux moitiés de Lego. Voilà, deux pièces de puzzle. Une pièce négative et une pièce positive. Et en fait, c'est un emboîtement des deux pièces, un emboîtement parfait. Alors, si on enlève la partie du puzzle, celle-là, il reste un creux à l'intérieur du rein, et ce creux à l'intérieur du rein, c'est le sinus rénal. C'est-à-dire que la porte, là, c'est le hile du rein, et nous, quand on rentre par la porte, nous sommes les éléments du pédicule rénal, et là, on siège dans le sinus, dans l'amphi, on est dans le sinus rénal. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, bien que ça fait un peu froid, mais... Alors, les reins, ils ont une dimension que vous connaissez tous. En la France, vous avez 12 par 6 par 3, 12 de longueur, 6 de largeur, c'est-à-dire du bord interne au bord externe, et 3 d'épaisseur d'arrière en avant. C'est pour ça qu'on dit que les reins ne sont allongés verticalement parce qu'ils ne sont pas épais. Ils pèsent à peu près, le rein pèse 150. Alors, chaque rein, il a une capsule fibreuse et résistante comme la brèche là. Bien. Donc, on ne va pas s'aventurer à rigoler parce que ça va saigner. Tout le reste, je laisse le soin aux physiologistes de vous l'expliquer. Le l'air, le problème de Bertin, le les pyramides. La ligne de Hudson pour les règles de l'œuvre, vous connaissez la ligne de Hudson. Vous unissez une ligne
joint la base des pyramides, il faut que de là jusqu'à la corticale, vous ayez au minimum 1 cm. Sinon, on parle d'une atrophie rénale. Parce que vous n'avez plus de zone corticale fonctionnelle. Les voies excrétrices intrarénales sont représentées par les petits calices. Chaque petit calice ou calice mineur accueille le sommet d'une pyramide. Chaque groupe de 3 ou 4 calices ou 2 calices forme un grand calice. Et on a 3 groupes caliciens majeurs ou 3 groupes de grands calices. Un groupe supérieur, un groupe moyen et un groupe inférieur. Et les 3 se réunissent pour former le piélan ou le bassinet intrarénal. Puis se continue par la suite, on regarde le processus de L1 par l'urotère abdominal. Quatrième question, le rein fait en moyenne 12 cm de long, a pour unité fonctionnelle de 9 francs. L'axe du rein forme avec le plan sagittal à l'angle de 40 à 60 degrés ouvert en arrière. Ah oui, pourquoi? Parce que là, vous avez l'axe du rein, et là vous avez le plan horizontal, et là vous avez votre rein. Il est ouvert en large. Et c'est un angle qui fait à peu près 40 à 60 degrés. D'accord? Ce rein est polynobé chez l'adulte. Ah, il est polynobé chez le nourrisson, enfin chez le nouveau-né, chez l'ordinaire, parce que ça se forme par rapport à des globules néphrogéniques qui après se réunissent et s'uniformisent. Et ça donne un rein qui est uniforme. Par contre, il y a un animal qui a un rein polynobé. Ah, la vache. Elle va voilà. Se projette de la vertèbre T11 au disque L2 à L3, on peut l'accepter. D'accord? On peut accepter de la vertèbre T11 au disque L2 à L3, on peut accepter. A, B, C, D. Alors, ces reins sont vascularisés. Alors, on va prendre les éléments du pédicule de la para, mais on va surtout mettre l'accent sur l'artère et la veine rénale, parce que le bassinet, on vient de l'autre. Et par la suite, on verra surtout les rapports respectifs des éléments du pédicule. Alors, les artères rénales, droite et gauche, naissent des faces latérales de la horte. Ces artères vascularisent le rein, une partie de la glande surrénale et la partie initiale de l'urtère. Regardez, il y a une artère ici qui vient de l'artère rénale et qui vascularise le bassinet et une partie de l'urotère. Alors je profite pour vous dire que l'urtère, regardez sa vascularisation, on verra tout à l'heure, est vascularisée et par une branche d'artère rénale, par les artères gonadiques et par les artères génitales. En haut, c'est des artères rénales. Dans la partie moyenne, c'est des artères gonadiques. Dans la partie pelvienne basse, ce sont des artères génitales. Ils forment un réseau anastomotique sur la séreuse, enfin, sur l'adventice urétérien. D'accord? Là, j'anticipe pour l'urtère. Alors, l'artère rénale gauche est plus haute que la droite. Vous savez pourquoi? Mais aussi, elle est plus courte, puisque la horte, elle est proche du rein gauche. Ça veut dire que l'artère rénale gauche est plus courte que la droite et que la veine rénale gauche est plus longue que la droite. Chaque rein, il a un gros vaisseau à côté de lui. Ces artères sont obliques en bas, ça on le voit bien. Latéralement, c'est normal parce que ça va en dehors, mais surtout en arrière. Pourquoi? Parce que les vaisseaux sont moulés sur la lordose. Non. Parce que les reins sont derrière. Chaud. Les vaisseaux sont là, en avant des vertèbres, et les reins sont en arrière. Donc les vaisseaux vont faire un trajet vers l'arrière. Parce que si je suis le rachis, je suis comme ça. Ou je suis là. Je suis à l'autre jambette. Et mes vaisseaux, mes bras, ce sont les artères rénales. Mais les reins sont là. Donc je suis obligé d'aller en... Vous comprenez? Bien. Voilà. Les gros
vaisseaux sont en avant des vertères, ils sont obligés d'aller vers les reins. Ces artères rénales sont de type terminal, c'est-à-dire leur branche terminale, quand elle pénètre à l'intérieur du rein, ne s'anastomose pas. D'accord? Et on a deux branches terminales, une branche antérieure et une branche postérieure. Alors ça, c'est une vue postérieure du rein. On regarde le rein par l'arrière. Et c'est pour ça qu'on a une branche. Je vais commencer par la postérieure. Une branche postérieure qui surplombe le pyélon. C'est cette branche-là. D'accord? Et une branche antérieure qui se divise en 3 ou 4 rameaux et qui va en avant du pied. Donc branche prépyélique, branche rétropyélique. La prépyélique est la plus importante. Et cette branche prépyélique et rétropyélique ne s'anastomose pas à l'intérieur du rein. On dit généralement que la branche prépyélique vascularise la face antérieure du rein et le pôle inférieur, alors que la branche rétropyélique vascularise la face postérieure du rein et le pôle supérieur. Par contre, voici les deux branches pré- et rétropyéliques par rapport au pyélon qui ne s'anastomosent pas à l'intérieur du rein. Par contre, Vincent Di Mario, qui a coécrit le bouquin du terminal que vous connaissez, donc il a coécrit le tome du pelvis et du rétropéritoine, parce que c'est un neurologue, avait fait un travail, il a disséqué des reins. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors il prend ici l'artère rénale et il va cathétériser les branches terminales, une par une. Par des cathéters, il va injecter de la résine liquide colorée. Et cette résine va sécher, elle va devenir solide. Par la suite, il fait dissoudre le parenchyme par des liquides spéciaux. Et il ne reste que la résine qui épouse la forme des vaisseaux, mais une couleur pour chaque branche. Et il a conclu qu'on peut diviser le rein comme on divise le foie, en lobe ou en segments. Et il a pu diviser le rein en 5 segments. Supérieur, inférieur, antéro-supérieur, antéro-inférieur et le jeune qui est le postérieur. Supérieur, antéro-supérieur, antéro-inférieur, inférieur, postérieur. Généralement, ça se contredit légèrement avec l'autre division. Généralement, on dit que l'artère antérieure prend en charge les lobes antérieurs et côtes, et la postérieure prend uniquement le postérieur. نعم؟ فما ساعات شكون يقلب يولي l'artère antérieure elle prend en charge ce côté-là et l'autre ce côté-là. Mais bon, pourquoi ce n'est pas aussi important comme le foie? Premièrement, parce que pour le foie, la division est vasculaire et parce qu'il y a une sorte de calque pour les éléments biliaires, artériels et porteux. Donc quand tu veux enlever une partie du foie, tout est systématisé, tu coupes, tu enlèves tout en même temps. Pour le rein, c'est pas la même chose. Parce que vous avez les cavités urétérales ou pyéliques qui ne suivent pas. Et l'obligation pour les résections rénales, plus que l'obligation vasculaire, c'est l'obligation cavitaire. Tu ne vas pas ligaturer une partie du vaisseau et tu enlèves et tu laisses l'autre partie du grand calice faire couler l'urine dans le ventre. Tu dois régler ta résection, ça s'appelle une résection réglée, par rapport aux cavités pyéliques. C'est pour ça que ça a beaucoup moins d'importance. Par contre, ces reins, ces artères rénales, ils sont de type terminal à l'intérieur du rein. En fait, avant de pénétrer à l'intérieur du rein, ces artères rénales vont donner des branches collatérales. Elle va donner
donner d'abord l'artère capsulo-adipeuse, qui tourne tout autour de la capsule rénale et qui vascularise la capsule rénale et la graisse périrénale. Elle va donner l'artère pyélo-urétérique qui vascularise le pyélon et la partie supérieure de l'urtère. Cette même artère peut donner aussi une branche capsulo-adipeuse qui s'anastomose avec l'autre, formant tout un cercle artériel. Et puis, cette artère rénale donne aussi l'artère surrénalienne inférieure, qui vascularise une partie de la glande surrénale. Tout ça, ça forme une sorte d'arcade artérielle qu'on appelle l'arcade exorénale. Cette arcade exorénale assure une vascularisation de la graisse périrénale et de la capsule rénale qui est une vascularisation anastomosique. C'est pour ça que quand vous faites par exemple des scanners pour des malades qui ont des infarctus rénaux, vous trouvez des parenchymes complètement éteintes sur le scanner. Et quand vous allez faire la néphrolectomie, vous allez vous en apercevoir qu'à l'extérieur, vous voyez une capsule de rein qui est quasiment normalement vascularisée. Parce que peut-être vous avez un embole ici, en aval de ces branches exorénales. Ça n'empêche pas d'avoir une nécrose du parenchyme, mais ça peut garder une vascularisation correcte de la capsule. Est-ce que c'est clair? Bien. Sur le plan veineux, c'est les veines rénales de l'intestin, ce sont les cousines des artères. Chaque veine naît du bord médial du rein par la confluence des veines péricapiciennes qui viennent des veines péripyramidales. Et les veines vont se réunir en deux plans au niveau du sinus. Vous aurez le plan veineux rétilique qui est de loin le plus important. Et puis le plan veineux rétropédique qui est moins simple. Il faut savoir qu'à droite, la veine est plus courte que la gauche. Alors, c'est inversé, hein. C'est plutôt la droite qui est oblique et la gauche qui est plus horizontale. Alors, la veine rénale gauche, ce qu'elle a de plusieurs spécificités. La première spécificité, c'est une spécificité de trajet. La veine rénale gauche, en allant depuis le rein vers la veine 4, va passer en avant de l'aorte. Mais elle va être piégée dans une pince qu'on appelle la pince aorto-mésentérique. C'est la pince faite par l'aorte et l'artère mésentérique supérieure, c'est-à-dire sur une vue de profil, vous aurez l'aorte, l'artère mésentérique supérieure, et vous aurez ici la veine rénale. C'est la pince aorto-mésentérique, on regarde elle. Est-ce que c'est clair? Alors, autre chose, c'est le plan veineux postérieur, rétropéritonéal, cave antérieur. Il y a un deuxième système veineux au niveau de l'abdomen qui est un système veineux intrapéritonéal, c'est le système pente. Ce système pente est formé par la veine splénique, la veine mésentérique inférieure, la veine mésentérique supérieure, le transplénomésarique et la veine pente. On va étudier la prochaine fois avec les vaisseaux du tube digestif. Il se trouve qu'en superposant en avant ce plan porte en avant du plan veineux et aortique, cave aortique, on se rend compte que l'artère mésentérique supérieure sort depuis une fenêtre ici, de forme quadrilatère, qu'on appelle le quadrilatère veineux de Rougy. Ce quadrilatère est limité à droite par la veine mésentérique supérieure, à gauche par la veine mésentérique inférieure, en haut par le transplénomésarique et en bas par la veine rénale gauche. Et cette fenêtre laisse passer l'artère mésentérique supérieure. Évidemment, l'artère mésentérique supérieure prend la veine rénale gauche dans sa pince aorto-mésentérique. Est-ce que c'est clair? Bien. Alors, maintenant,
les veines rénales? Ce sont les satellites des artères. Alors, comme sa cousine l'artère, la veine rénale reçoit les veines capsulo-adipeuses, surrénalienne inférieure et pyélo-périphérie. Par contre, à gauche, la veine rénale gauche, elle a des spécificités de trajet et elle a des spécificités d'afférence. Puisqu'elle va recevoir, plus que les afférences communes, elle va recevoir la veine gonadique gauche, testiculaire ou ovarienne, et puis la veine surrénalienne principale. Ces veines se jettent à droite directement dans la veine K. Pourquoi? Parce qu'on considère que la veine rénale gauche est l'ambassadeur de la veine cave à gauche. Tous les éléments veineux qui veulent se jeter dans la veine cave du côté gauche vont prendre le trajet le plus court, c'est-à-dire la veine rénale gauche. Alors si on vous pose la question à l'examen, énumérez les branches afférentes des veines rénales. Il faut dire des deux côtés. On a ça. Et du côté gauche, on a ça. Le jeu, des deux côtés. Surrénalienne inférieure, capsulaire, périphérie. Et du côté gauche, se jette spécifiquement aussi la gonadique et la surrénalienne. Et ce peut qu'ils vous disent énumérer les afférences spécifiques de la veine rénale gauche. Alors, quand on dit afférence spécifique de la veine rénale gauche, ça sera la gonadique et la surrénalienne principale. Maintenant, vous entendez parler des varicocèles et l'insuffisance veineuse des veines gonadiques. Alors, les varicocèles, alors notamment chez le sujet masculin, existe plutôt à gauche ou à droite? À gauche. Pourquoi? Hein? Le retour veineux, il est plus perturbé, il est moins facile, parce qu'il y a ce coude-là. En fait, poser la question aux ingénieurs qui font vache à l'hydraulique, il n'y a pas de problème dans les grandes installations opérationnelles, on évite le maximum de faire des coudes. À chaque fois que vous faites un coude, vous diminuez le débit. Et en fait, il faut que le trajet soit le plus droit possible. Et de ce fait-là, le retour veineux, non seulement il est contre la gravité, donc on a besoin de valvules pour aider la montée veineuse, mais aussi on change de direction brutalement, quasiment à 90 degrés. C'est pour ça qu'on a plus de varicocèles à gauche. Et c'est pour ça aussi que les cancers du rein gauche peuvent donner des varicocèles, qui peuvent révéler ces cancers parce qu'on a un obstacle sur le retour veineux du rein gauche, donc aussi de la veine gonadique, et ça donne un varicocèle comme un signe accompagnant. D'accord? Alors ça on laisse pour la prochaine fois, enfin pour le tube digestif et pour la veine cave plutôt, donc ce qu'on appelle le tronc réno-azimolambert. Il faut savoir que cette arcade veineuse exorénale s'anastomose avec une veine lombaire, avec la deuxième veine lombaire, formant un tronc veineux qu'on appelle le tronc veineux réno-lombaire. Le tronc veineux réno-lombaire, et ce tronc veineux réno-lombaire rentre dans la formation du système azygos, c'est pour ça qu'on appelle le tronc veineux réno-azygolombaire. Alors les lymphatiques sont organisés en trois blocs. On va donner un peu moins d'importance. Les lymphatiques, on a des lymphatiques antérieurs, très veineux. Ah, comment organiser? On organise tant le pédicule rénal. Le pédicule rénal, c'est va, pas. Tu vas, pas. Veine rénale, artère rénale préplénique, pied lent, artère rénale rétroplénique. Là, les veines rétropléniques, on ne va pas les citer, ils sont tellement infimes qu'on ne va pas les décrire. Veine rénale, artère rénale prépélique, pied lent et artère rénale rétropélique. Et vous avez trois groupes veineux par rapport au pédicule rénal, trois groupes lymphatiques. Vous avez un groupe antérieur très veineux, un groupe moyen inter-aortoveineux et un groupe périphérique.
antérieur, moyen et postérieur. Moi, je vous conseille de faire ça, c'est beaucoup plus facile pour vous. Veine, artère, piélan, artère rétropédique. 3 groupes lymphatiques, antérieur, moyen, postérieur. Alors, il faut savoir que ces lymphatiques vont aller collecter les lymphatiques surrénaliens, les lymphatiques urétéraux, et ils vont aller rejoindre, selon un trajet ascendant, les lymphatiques péri-aortico-caves. Que ce soit à gauche, latéro-aortique, à droite, latéro-cave, et au milieu, inter-aortico-cave. On ne parle jamais, peut-être vous avez vous rendu compte avant, on ne parle jamais de latéro-aortique gauche à latéro-aortique droit, ça n'existe pas. Mais la latéro-aortique gauche-droit, la latéro-cave gauche-droit, ça n'existe pas. Allez, on ça présent, parce que le mec a même mal touché la balle. Donc c'est latéro-aortique, latéro-cave, et un net, ça m'a inter-aortico. Ou allez, que vous savez, au péri-aortico-cave. D'accord? Donc, les lymphatiques se disposent par rapport au pédicule en 3 plans. Un plan antérieur, préveineux, un plan moyen artério-veineux et un plan périphérique. Et ces ganglions vont recevoir, en allant vers la région inter-aortico-cave, vont recevoir les lymphatiques urétéraux et surrénaliens. Ce sont des connexions lymphatiques. Alors, les nerfs, ce n'est pas la peine de les retenir, c'est des éléments très accessoires, avec 2 plexus nerveux, antérieurs et postérieurs. Je vous demande pas de les avoir. Oui. Je t'appelle à 24 mal digestif, donc c'est un objectif qui peut nous toucher à la gauche. Alors, je résume ici. La veine est située en avant de l'artère, mais légèrement au-dessous. Regardez sur cette vue antérieure. Vous voyez la veine, c'est l'élément le plus antérieur, mais l'artère ici la déborde légèrement en haut. L'artère prépédique, le piélan, l'artère rétro-piélique, et puis vous avez des lymphatiques et des veines. Tout ça est enveloppé par une gaine conjonctive en continuité avec les parois de la loge. Très bien. Est-ce que c'est clair? Donc la disposition, vous devez la prendre. Va d'avant d'arrière, veine rénale, artère prépédique, piélan, artère rétropédique, les 3 plans lymphatiques, les nerfs, c'est pas la peine. Donc veine rénale, en avant et en bas de l'artère, artère prépédique, artère piélan, artère rétropédique.